troisième et dernière partie de ce chapitre sur les lois de probabilité continue, et du coup qui est le dernier chapitre du semestre pour le coup. On s'est arrêté la dernière fois là, on a vu que la loi exponentielle était une loi sans mémoire, et on va faire maintenant un petit exemple qui permet de voir, d'appliquer un petit peu des lois exponentielles. Donc pareil, je n'en dis pas plus maintenant, je vous laisse regarder la vidéo qui s'appelle exemple 3 pour avoir plus d'infos sur cet exemple, et pour voir comment on résout cet exemple. Alors dernière grande famille de lois qu'on va voir ici, de lois visuelles, ce sont les lois normales. On va commencer par la loi normale qu'on appelle centrée réduite, qu'on a comme ça N01. On dit que x est une loi normale centrée réduite, et on note x suit la loi N01, si x a pour densité la fonction qui est ici. Alors cette fonction qui est là, on l'appelle gaussienne, on avait déjà vu qu'on a vu les transformées de Fourier par exemple, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, je vous l'ai déjà dit un peu pour la transformée de Fourier, cette fonction ici, on n'en connaît pas de primitive. Donc pour calculer toutes les choses en lien avec nos probas, vu qu'on a une variable aléatoire à densité et qu'il faudra calculer des intégrales avec cette densité, bah on est un peu embêté pour le coup. Il faut bien savoir que cette fonction ici, pardon, n'admet pas de primitive, on ne sait pas à l'heure actuelle calculer une primitive de cette fonction. Donc, question d'observation, on peut voir qu'une telle variable prend ses valeurs dans R, vu que là j'ai aucune indicatrice, donc ça peut être égal à R tout entier. Propriété, si x est une loi centrée réduite, alors l'espérance de x vaut 0, ça correspond au premier paramètre qui est ici, et la variance de x vaut 1, ça correspond au second paramètre qui est ici. On va noter phi, la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Si on lui donne un nom particulier, c'est qu'on va l'utiliser pas mal. Je vous rappelle, la fonction de répartition, ça va être de la proba que x soit inférieur ou égal à petit x. Donc on va noter cette chose-là, phi de x. Donc moi je viens de vous dire là, phi de x, donc la proba que grand x soit inférieur ou égal à petit x, donc l'intégrale de moins l'infini à petit x de ce qu'on a ici, de cette densité. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas pouvoir calculer directement ce genre de choses parce qu'on ne connaît pas de primitive à cette fonction. Ce qui va se passer, c'est qu'on va être capable de pouvoir faire des approximations numériques de ce genre de valeurs, et on va regarder une table de loi normale que l'on va utiliser pour pouvoir refaire ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la densité de la gaussienne. La densité de la gaussienne, elle ressemble à celle-ci, c'est une cloche, comme ça. Alors attention, on a l'impression qu'elle vaut 0 en 3, mais non, elle va tendre vers 0, mais elle ne va jamais être égale à 0. C'est un exponentiel n'est jamais nul. Mais juste là, ça va tendre tellement vite vers 0 qu'on a l'impression que ça vaut 0, mais attention, ça ne vaut jamais 0. Ça s'approche de 0, mais ça ne vaut jamais 0. On a ici phi de moins x qui vaut... donc phi de moins x, je vous rappelle, c'est la proba d'être égal à moins x. Comment je calcule la proba d'être inférieur ou égal à moins x? Comment je calcule la proba d'être inférieur ou égal à moins x? Bah regardons, on va essayer de le faire ici visuellement. Imaginons au moins x il vaut ici, on va dire que ça vaut moins 2. Donc je vous rappelle que ce genre de proba, c'est une intégrale. C'est donc l'aire sous la courbe. C'est donc l'aire qui est comprise avant ce moins 2 qui est avant. Comment je vais trouver l'aire qui est ici? Bah par symétrie, c'est la même chose que l'aire qui est après 2. Autrement dit, phi de moins x, je peux dire que c'est pareil que proba de grand x plus petit que 2. Proba de grand x plus petit que 2, c'est quoi? Bah, c'est 1 moins proba de x plus petit que 2. Et donc, autrement dit, phi de moins x, je peux dire que c'est 1 moins phi de x. Pareil pour proba de x plus grand que x, ça me donnait 1 moins phi de x, pour la même raison que je viens de vous dire ici. Donc ces deux formules, il faut bien les connaître, on se retrouve facilement graphiquement. Pourquoi est-ce qu'il faut savoir faire ce genre de choses? Parce que les tables de loi normale que l'on va utiliser, on ne les connaît, enfin on a des valeurs que pour des valeurs positives. Du coup, quand j'ai quelque chose de négatif, il faut que je sois capable de m'en sortir en utilisant cette formule. Et les tables, ça va être des tables avec les fonctions de répartition de la loi normale. Et donc, comme c'est que la fonction de répartition, quand j'ai proba de x plus grand que x, il faut que je sois capable de passer à plus petit en faisant 1 moins. Autre formule qu'on va beaucoup utiliser au semestre suivant, un peu moins ce semestre, mais beaucoup au semestre suivant, c'est la proba que grand x soit compris entre moins x et petit x. Dans ce cas-là, ça va donner une formule qui va être 2 phi de x moins 1. Donc pour faire ceci, ce qu'on va utiliser, c'est la table qui est là. Alors, est-ce que quand je clique ça... Oh, ça ne marche pas quand je clique dessus, du coup je vais vous l'ouvrir autrement. Ah si, autorisé peut-être. Ah non, ça marche, parfait. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? La table ressemble à ceci, qui est ici. Donc si vous voulez trouver, par exemple, je sais pas moi, la proba que x soit inférieur ou égal à 1,5. Vous l'égal soit moi-même, je vais prendre 1,52, tiens, pour aller dans tous les sens. Donc si on veut la proba que soit inférieure à 1,52, comment je vais faire? Je vais trouver 1,5 qui est ici. 1,52, ça va correspondre à deux chiffres après la virgule, ça va donc être ici. Et donc la proba que x soit inférieur ou égal à 1,52, ça va être 0,9357. Et donc c'est comme ça que se lit cette table. On va parfois avoir besoin de la lire à l'envers, mais ça je vous en dirai plus quand on fera des exemples en amphi ou des exemples en TD. Maintenant qu'on a vu comment utiliser la table, on revient en arrière et on poursuit donc ce cours. Et on va donc voir maintenant les lois normales générales, c'est-à-dire non centrées, non réduites. Alors, donc x est une loi normale de paramètre m appartient à R et sigma carré strictement positif. Et on note x suit la loi nm sigma carré si x a pour densité la fonction qu'on a ici. On a ici que
Oh, j'ai une coquille, bien évidemment. Il va falloir que je corrige ça. Alors, je vous laisse corriger vous-même. On a espérance de x qui vaut non pas 0, mais m, bien évidemment. Et variance de x qui vaut non pas 1, mais sigma carré. Donc, il y a une coquille qui traîne et qu'il faut que je corrige. Donc, je vous laisse corriger. Attention, là, ce n'est pas 0, c'est m. Et là, ce n'est pas 1, c'est sigma carré. Je vais modifier votre cours sur Claroline pour que vous ayez une bonne version sur Claroline. Et ce qui est important, c'est ce qui vient ici. Si x est une loi normale de paramètre m est sigma carré, alors la variable aléatoire définie par n de point égal x moins m sur sigma suit une loi normale centrée réduite n01. Pourquoi ce résultat il est très important? Parce que, de même que pour la loi normale centrée réduite, on ne connaît pas de primitive à cette densité qui est ici. Comme on ne connaît pas de primitive, pour faire les calculs, on ne peut pas utiliser justement faire les calculs directement. Il faut faire des approximations numériques. Du coup, il nous faudrait une table comme on a pour la loi normale centrée réduite pour chaque valeur de m et pour chaque valeur de sigma carré. C'est impossible parce que de valeurs de m et de sigma carré, j'en ai une infinité de possibilités. Mais grâce au résultat qui est ici, en faisant ce qu'on appelle centrer et réduire, en faisant x moins la moyenne et en divisant par l'écart type, donc si sigma carré c'est la variance, sigma c'est l'écart type, on se ramène à une loi normale centrée réduite. Et une loi normale centrée réduite, on peut faire des calculs grâce à la table qu'on a vue précédemment. Faire ces choses-là, centrer et réduire, je vais vous dire que c'est aussi important que, ça doit être un réflexe aussi important que de respirer dans la vie. Parce que dans la vie, si vous ne respirez pas, vous mourrez, très clairement. Quand vous faites des exercices sur les lois normales, si vous ne pensez pas à centrer et à réduire, on peut dire que votre exo, il est un peu mort, pour parler un peu crûment. Et du coup, il faut bien penser à tout le temps à centrer et réduire quand vous avez une loi normale, paramètre m et sigma carré, avant de vouloir faire vos calculs. Et on peut le faire grâce au résultat qui est ici. Propriété, si je prends deux variables aléatoires, x et y, c'est une loi normale de paramètres m sigma carré et m' sigma prime carré, et que je suppose indépendantes, alors je peux dire que, premièrement, alors là j'ai pas besoin d'indépendance pour ça, si je fais a fois x, ça revient à multiplier la moyenne par a et la variance par a au carré, et ça reste une loi normale. Et si je fais la somme de deux lois normales reste une loi normale, où je fais juste la somme de mes moyennes, de mes espérances, et la somme de mes variances. C'est-à-dire pour ça qu'on utilise cette notation-là, si vous faites un jour un cours de statistique, donc on fait par un statisticien, il est possible que vous mettre n m sigma carré, vous mettre n m sigma, qui vous mettre le sigma, donc l'écart type à la place de la variance. Nous les probabilistes, en général, on préfère mettre sigma carré, la variance, pour la raison qui est ici. Parce que quand on fait la somme de deux variables, on a juste à faire du coup la somme des variances. Un exemple que je vous laisse voir du coup en vidéo, et dans une vidéo qui s'appelle exemple 4. Pour terminer ce cours, on va voir des notions de théorème limite qui vont surtout beaucoup nous servir au semestre suivant quand on va faire des statistiques inférentielles. Alors d'abord la loi forte des grands nombres. Je vous la lis et après je vous en parle un petit peu. Donc je considère xn une suite de variables aléatoires indépendantes qui ont la même espérance et la même variance sigma carré. Et on va supposer du coup cette espérance et cette variance finie. Cette suite de variables aléatoires, je vais considérer ce qu'on appelle sa moyenne empirique. C'est quoi la moyenne empirique? Ça se note xn bar et ça vaut 1 sur n fois la somme des xi. Autrement dit, ce n'est rien d'autre que la moyenne de mes variables, de mes n premières variables aléatoires. Donc je prends n variables, quand je fais leur moyenne, j'en fais la somme et je divise par n, ou je fais fois 1 sur n, ça revient au même. Cette moyenne empirique, ce que je peux dire, c'est qu'elle converge, je vous ai mis entre parenthèses presque sûrement, parce que c'est une notion probabiliste qui est un peu poussée, qui n'est pas du tout au niveau, au programme du DUT deuxième année, et donc dont je ne parle pas. Donc converge, je dis juste que ça converge vers la moyenne commune des xi. C'est-à-dire la notation c'est xn bar tend presque sûrement vers m. Ce résultat, grosso modo, s'il n'existait pas, toute la théorie des probabilités ne servirait à rien, elle serait bancale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons un exemple simple. Si vous jouez une infinité de fois à pile ou face, intuitivement, vous vous attendez à avoir une proportion 1/2 de pile et une proportion 1/2 de face. Autre exemple du même genre, vous lancez un dé équilibré, non truqué une infinité de fois, intuitivement, vous vous attendez à avoir, par exemple, si on veut regarder le nombre de 2, vous vous attendez à avoir une proportion 1/6 de 2, ou de 3 ou de 4, c'est pareil. Mais la proportion sera de 1/6. Ça, c'est votre intuition, ce qui est assez, justement, intuitif, pour me répéter un peu. Ce que vous dit cette loi des grands nombres, c'est que votre intuition est vérifiée. C'est-à-dire que si je fais en moyenne une expérience que je répète une infinité de fois, et que je fais la moyenne de mes résultats, ça va tendre vers la moyenne d'une seule expérience, la moyenne logique, par exemple 1/2 pour pour la proportion de piles, ou 1/6 pour la proportion de 2 que j'obtiens quand je fais des piles ou face, ou des lancers de dés. C'est ce que vous dit ici la loi forte des grands nombres. Et nous, ce qu'on va beaucoup utiliser au semestre suivant, c'est plutôt le théorème qui est ici, qu'on appelle théorème central limite, où je considère que j'ai une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. On note IID, ça signifie quoi? Donc indépendante, on l'a déjà vu, on a vu les indépendances l'an dernier, de variables aléatoires, c'est la même pour les variables discrètes et continues. Et identiquement distribuées, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elles ont toutes la même loi.
donc d'espérance petit m et de variance sigma carré que je suppose finie. Alors on a la convergence en loi, pareil, c'est quelque chose qui est vraiment pas au niveau des deuxième année de DUT, du coup je n'en dis pas plus, mais retenez que c'est une convergence qu'on appelle en loi. Suivante. Qu'est-ce que je prends? Je prends ma moyenne empirique, je vais faire moins la moyenne, je vais centrer, je vais diviser par sigma, l'écart type de mon expérience, donc je vais réduire, et je vais rajouter un paramètre racine de n multiplicatif devant. Si je fais ça, je vais avoir que cette variable aléatoire tend vers une loi normale centrée réduite. Je vais vous dire deux mots sur ce résultat qui est tout bonnement exceptionnel. Pourquoi? Ce que l'on vous dit ce résultat, c'est la chose suivante. Si vous répétez une infinité de fois une expérience aléatoire, n'importe laquelle, il faut juste qu'elle admette ce qu'on appelle un moment d'ordre 1 d'ordre 2, c'est-à-dire une espérance et une variance. Mais vous ferez n'importe quelle expérience aléatoire qui admet une espérance et une variance, vous la faites de façon infinie et de façon indépendante, alors peu importe votre expérience de base, pile ou face, lancer de dés, plein de choses, ça pourrait être aussi, par exemple, vous faites tomber aléatoirement une bille sur un segment, des choses comme ça. Peu importe ce que vous allez faire, si vous faites de façon indépendante et infinie, quand vous prenez la moyenne empirique, que vous faites moins la moyenne et vous divisez par sigma, vous faites fois racine de n, vous tendez vers une loi normale centrée réduite. Si en ça, c'est une loi normale centrée réduite, elle est forte, c'est que, je vous ai dit, peu importe mon expérience de départ, tant qu'elle vérifie les hypothèses de mon théorème, quand je fais cette convergence, je tombe sur une loi normale centrée réduite. On pourrait dire que cette loi normale centrée réduite, limite, elle régit tous les phénomènes aléatoires de l'univers. J'y vais un peu fort, mais c'est limite ce que nous dit ce résultat. C'est assez fort quand même de retomber tout le temps sur la même loi. Et c'est pour ça que la loi normale centrée réduite, qu'on appelle aussi parfois loi gaussienne, est si importante et que vous en avez sans doute déjà entendu parler avant même que je vous fasse ce cours. C'est de là que vient l'importance de la loi normale centrée réduite et c'est de là qu'elle découle. Pour terminer, une approximation, on va faire des choses plus précises au semestre suivant, mais là, voyons ce qu'on peut faire là avec le résultat qu'on a là. On va pouvoir faire une approximation de la loi binomiale. On avait déjà vu ça l'an dernier avec une loi de Poisson. Voilà, on va pouvoir faire une approximation par une loi normale. Il faut juste que j'ai n plus grand que 30. Je prends un paramètre, forcément p entre 0 et 1 pour que ça fonctionne. Donc j'ai bien une loi binomiale. Je vous laisse revoir la loi binomiale d'ailleurs, si vous avez oublié, on l'a vu l'an dernier. Et ce qu'on peut dire, c'est que si je prends une loi binomiale paramètre n et p, je vais pouvoir l'approcher, si n est plus grand que 30, par une loi normale de paramètres np et np 1 moins p. Si vous vous souvenez bien, la loi binomiale, sa moyenne, son espérance, c'était np, et sa variance, c'était np 1 moins p. Là, du coup, c'est logique de pouvoir l'approcher par une variable aléatoire, qui est une loi normale de même espérance et de même variance. L'an dernier, quand on approchait par une loi de Poisson, vous pouvez juste contrôler l'espérance, et on peut contrôler l'espérance et la variance. Du coup, cette proposition elle découle du théorème central limite. Juste, il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que quand on fait ce genre de choses, on approche une variable aléatoire discrète, une binomiale, par une variable aléatoire continue. Quel est le problème? C'est que, je vous l'ai déjà dit, enfin, je vous l'ai redit un petit peu dans le chapitre, mais je vais vous le répéter, pour une loi discrète, par exemple, pour une loi discrète, proba de x égale 2, ça existe. Ça peut se calculer, ça vaut quelque chose, en général, de non nul. Pour une loi continue, proba de x égale 2, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça vaut tout le temps 0. Et du coup, il y a un petit souci, approcher une loi discrète par une loi continue. Comment on règle ce petit problème? On fait ce qu'on appelle un correctif de continuité. Ça consiste à quoi? À dire que si je veux calculer proba de x égale k, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que c'est pareil que, si je suppose que j'ai x une loi binomiale, c'est pareil que proba de x plus petit entre k moins 0,5 et k plus 0,5. Pourquoi? Parce que comme x prend des variables entières, être égal à k, c'est pareil qui est compris entre k moins 0,5 et k plus 0,5. Pourquoi on prend moins 0,5 plus 0,5? Parce qu'on prend à chaque fois la moitié qui est entre deux entiers successifs. Si je prends au milieu, j'ai un écart de 0,5 entre deux entiers successifs quand je fais au milieu. Et en faisant ça, du coup, je vais pouvoir dire que je vais approcher par la proba que n soit compris entre k moins 0,5 et k plus 0,5. Ça, c'est si je veux calculer une égalité. Si je voulais une inégalité, proba de x 1 inférieur ou égal à k1 et à k2. Comment je vais faire? Enfin, supérieur ou égal à k1, pardon, et inférieur ou égal à k2. Comment je vais faire? Je vais faire le même genre d'idée. Je vais dire que c'est pareil que x est plus grand que k1 moins 0,5 et plus petit que k2 plus 0,5. Pour la même raison, pourquoi j'ai cette égalité? Parce que x est une variable aléatoire qui est discrète. Et du coup, je vais pouvoir approcher en faisant ce même genre de choses. Et pareil, même genre d'idée, si vous avez x strictement compris entre k1 et k2, ce coup-ci, il faut que je prenne x compris entre k1 plus 0,5 et k2 moins 0,5 pour être bien strictement plus grand que k1 et strictement plus petit que k2. Et vous allez avoir le même genre de choses. Vous pourriez adapter pour vous entraîner à voir comment ça se passe. Par exemple, si vous avez inférieur ou égal et strictement inférieur, ou bien strictement inférieur et inférieur ou égal. Donc voilà qui termine ici ce chapitre sur les lois de probabilité continue.
Et ce dernier point sur notamment le théorème central limite, on va énormément l'utiliser donc au semestre suivant. On va faire ce qu'on appelle des statistiques inférentielles. Donc ça termine ce chapitre et carrément ce semestre.